IDFM 98 de la bande FM, bienvenue à tous et à tous. On va partir un petit peu au Mexique ce soir avec Patrick Ras, qui est diplômé en lettres et en philosophie. Il est formateur et conférencier depuis 25 ans. Il est également l'auteur d'une 50aine d'ouvrages, dont 3 sur les accords toltèques et 2 autres sur la spiritualité méso-américaine. On va parler de sa dernière parution qui s'appelle Mieux vivre avec les accords toltèques, 5 voies pour améliorer son rapport à soi et au monde. Bonsoir Patrick Ras, merci d'être revenu à l'antenne d'IDFM. Bonsoir Joël. Voilà, je suis très contente. Alors, on va peut-être parler, on va tout de suite y aller sur ces accords toltèques. À tous ceux qui ont lu le best-seller de Don Miguel Ruiz, les accords toltèques, les 4 accords toltèques qui a paru en 1999, qui a quand même été vendu à 4 millions d'exemplaires. Hein. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui on est à 5 millions d'ailleurs. 5 millions, bah dites donc, ça fait des petits. Hein. Oui. Et donc vous dites en début de votre livre que avant personne ne connaissait ni l'auteur, non Miguel Ruiz, ni son peuple. Quoique, un peu plus loin, vous nous parlez de Carlos Castaneda. Alors oui, parce que c'est vrai que celui qui a un peu fait connaître les Toltecs, c'est Carlos Castaneda, avec son premier livre, qui était d'ailleurs une thèse d'ethnologie, qui s'appelait en fait L'herbe du diable ou la petite fumée. Et donc là, il a un peu révélé une autre façon de voir la vie. Et puis après, il a écrit toute une série de livres en fait où il raconte son initiation et comment petit à petit il devient chaman à son insu et contre son gré quasiment. Et c'est lui en fait qui a parlé le premier des Toltecs, même si son maître était plutôt un Yaqui, c'est-à-dire une tribu en fait d'Amérique du Nord, mais bon, pas très loin du Mexique de toute façon. Et donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis après, Don Miguel Ruiz a écrit son best-seller que tout le monde connaît, Les 4 accords toltèques, qui a fait un tabac quasiment immédiatement quand il est sorti d'abord aux États-Unis, et ensuite il a été traduit chez Jouvence. Et c'est vrai que ça a comblé un vide, je crois, dans la culture occidentale. Il y avait un manque au niveau spirituel, et je crois que ça explique en grande partie le succès de cet ouvrage. Alors on reste un peu sur Castaneda. Le livre était paru en 68, une année magnifique, hein, peut-être pas en français, mais il est français, Castaneda. Alors, il est d'abord sorti en anglais, en fait, ouais. Et puis après, il a été traduit. Et c'est vrai qu'en fait, ça correspondait avec le mouvement de 68 en France et le mouvement hippie aux États-Unis. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'il y a une anecdote intéressante, c'est que le FBI a débarqué chez Carlos Castaneda en lui demandant, le suppliant, d'arrêter de faire l'apologie des drogues, parce que ça commençait à se répandre avec le mouvement hippie, et les hôpitaux psychiatriques étaient complètement remplis en fait de jeunes qui avaient pris tout et n'importe quoi, du LSD en particulier, mais aussi du peyote. Voilà, du peyote. Enfin, ils avaient tout essayé, peut-être tout mélangé. Et évidemment, il y a beaucoup, des milliers, en fait, des dizaines de milliers de jeunes qui avaient pété les plombs, comme on dit, et qui se sont retrouvés complètement de l'autre côté du miroir sans pouvoir revenir. Ce qui explique en grande partie en fait le tournant, en fait, le virage qu'il a donné à son œuvre, puisqu'au fur et à mesure qu'avance en fait son récit, on entend de moins en moins parler de drogue, étrangement. Alors, il a quand même été, ce Carlos Castaneda, il a été condamné à mort par les Toltecs pour avoir divulgué le secret des sorciers. Oui, parce que dans les traditions ésotériques, ça veut dire caché, sont des traditions orales où on transmet en fait un certain nombre de choses de maître à disciple, et sous le secret est quasiment le serment. Et en fait, Castaneda a été le premier qui a dévoilé justement, qui a révélé au monde cette philosophie, cette spiritualité toltèque, et il a été effectivement condamné à mort. Alors on ne sait pas s'il en est mort ou pas. Parce que la magie, c'est des fois de la sorcellerie, et on ne sait pas, comme ça peut agir à distance, c'est difficile de savoir. Il est mort comment ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il est mort de sa belle mort, en fait, tranquillement, aux États-Unis, en Californie, chez lui. Mais bon, voilà, la polémique continue à ce sujet. Bon, Don Miguel Ruiz, il est pas mort, il est né en 52, il est encore bien vivant. Alors si, il est mort, il a eu un accident. Ah bon il a eu un accident très grave. Et d'ailleurs, c'est suite à cette mort, en fait, puisqu'il est resté très longtemps de l'autre côté, c'est sa mère qui est venue le rechercher. Elle raconte ça d'ailleurs, il raconte ça dans un de ses livres, qui était très poignant. Il raconte que ça a changé non seulement sa façon de voir les choses, mais surtout sa façon d'enseigner. Et c'est suite apparemment à cette mort qu'il a décidé lui aussi de divulguer, de changer la façon d'enseigner. Avant, il enseignait à des petits groupes de
de gens motivés qui étaient en général des Mexicains. Et à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à divulguer avec des livres. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé aussi. Alors, il est mort, mais là, en ce moment, il n'est pas mort. Il a eu un NDE, mais il est mort ou pas? Quand on lit son livre, il mais il l'a écrit post-mortem. Oui, c'est une NDE, c'est-à-dire il est mort, il est revenu. Il est revenu, mais là, en ce moment, sa mère est une naguale aussi, une sorcière, en fait. Elle est allée le rechercher de l'autre côté, et il raconte ça. Oui, il faut le lire. On y serait un peu plus loin. L'art de vivre et de mourir des Toltecs, c'est paru en 2015. C'est ça. C'est exactement ça. Ce serait intéressant de le voir. Mais là, il est bien vivant encore pour l'instant. Avant et après son accident, il était vivant. D'accord. Donc ça, il est encore avec nous. C'est pas comme Castaneda. Il est encore avec nous, okay. Tant mieux d'ailleurs. Alors, ce livre, pourquoi et comment pratiquer ces accords Toltec, c'est un livre qui nous explique donc pourquoi et comment pratiquer ces accords seul ou en groupe. On peut peut-être se rappeler d'où venaient les Toltecs, puisqu'il y en a plus. Hein. Oui, alors c'est vrai que les Toltecs, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais en même temps qui est pas très clair pour la plupart des gens, parce que déjà, encore une fois, on ne connaissait pas ce mot-là et cette culture-là avant les livres de Don Miguel Ruiz et peut-être de Castaneda. Donc, les Toltecs, en fait, c'est le peuple juste avant les Aztèques. Donc, ça correspond à peu près au milieu, fin du Moyen-Âge. Selon les estimations, c'est entre 750 à 900 pour le début jusqu'à 1200 maximum. Il y en a qui disent même que ça s'est arrêté un peu avant. En tout cas, c'est un peuple qui a précédé les Aztèques. Et comme les Aztèques étaient un peuple de guerriers, assez envahisseurs en fait, voilà. Donc ils ont évidemment pris le pouvoir sur les Toltecs, qui étaient un peuple pacifique, un peuple de connaissances, et évidemment ils les ont assimilés. Et d'ailleurs les Aztèques reconnaissent que toutes leurs connaissances leur viennent des Aztèques. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de fusion en fait des deux cultures. Et d'après Don Miguel Ruiz et d'autres, en fait, on peut penser que les Aztèques ont quand même préservé une partie de leurs connaissances de façon orale dans des initiations de maître à disciple, comme ça s'est toujours pratiqué partout et tout le temps. Et Christophe Colomb, qui est parti là-bas, qui a détruit aussi toutes les traces aztèques, en même temps les traces des Toltecs. Et il reste quand même les pyramides. Vous dites que les pyramides, c'est des pyramides Toltecs? Oui, bien sûr, les pyramides que tout le monde connaît, en fait. C'est pas des Mayas. Alors non, c'est des pyramides en grande partie Toltec. Alors moi, je connais pas toutes, mais je sais que la plupart des pyramides qu'on visite au Mexique, ce sont des pyramides qui ont été construites par les Toltecs. Toltec, d'ailleurs, ça veut dire maître bâtisseur. Et en même temps, ça peut vouloir dire, selon les traductions, homme au sens homme ou femme, bien sûr, de connaissance. Donc ça indique deux choses, c'est que ces gens-là, d'une part, ont essayé de capitaliser, de partager des connaissances, et en même temps, ils ont construit. Ils ont construit quoi? Essentiellement, ce qui nous reste, c'est-à-dire des pyramides. Alors, c'est quoi la Toltequilla? Oui, la Toltequilla, c'est leur philosophie, leur culture, en fait, leur façon de voir la vie, et qui est complètement différente, pour ne pas dire opposée à la nôtre. Alors, elle n'est pas monothéiste, elle n'est pas rationaliste, elle n'est pas matérialiste. Vous dites qu'on peut la comparer à un néo-pythagorisme. Oui, parce que moi j'ai fait des études sur Pythagore, c'est pour ça que voilà, je fais le parallèle avec ça. Mais pour dire les choses simplement, la Toltequilla, c'est une forme de chamanisme, et le chamanisme, c'est une forme d'animisme. Donc l'animisme, c'est quoi? C'est tout simplement la religion de la nature, c'est-à-dire que la nature est animée, tout dans la nature a une âme, tout est vivant. Tout est vibrant, en fait, il n'y a pas de choses mortes ou inertes, contrairement à ce que on nous a fait croire pendant des années. Aujourd'hui, d'ailleurs, la science est en train de montrer que les pierres vivent et vibrent. On sait que les arbres, il y a beaucoup de livres qui sortent sur les arbres en ce moment, qui montrent que les arbres communiquent, ressentent, pensent, se protègent mutuellement, se coordonnent, s'entraident. Donc on est en train de découvrir ça, mais les Toltecs le disaient déjà avant nous. Et donc, ce qu'il dit, c'est que d'une part, tout est vivant et tout est animé, et d'autre part, c'est là où ça devient du chamanisme, c'est que dans le chamanisme, en fait, on peut communiquer avec ces êtres inorganiques ou inanimés. C'est-à-dire, on peut communiquer avec les animaux, on peut communiquer avec les pierres, on peut communiquer avec les arbres, évidemment. Et en général, comme c'est pas forcément facile et évident, pour ça, on a besoin d'un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est le chaman. Le chaman, c'est celui qui a, grâce à son travail personnel, ouvert des portes et qui est capable de faire le lien en fait entre les hommes, puisqu'il est resté quand même humain, et justement les forces de la nature. Et il sert d'intermédiaire pour réguler, en général, la société humaine, mais aussi ça peut être aider des individus à régler des problèmes personnels. Par exemple, pour terminer là-dessus, tout le monde sait que la plupart des chamans sont souvent considérés comme des medicine man ou des medicine woman, c'est-à-dire des guérisseurs.
Alors, ils ont un concept de tonal et du tonal et du nagual. Alors oui, ça c'est vraiment une particularité qui n'existe nulle part ailleurs. En tout cas, moi j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. L'idée c'est que le tonal, en fait, c'est le monde, en gros, c'est le monde que décrit la science. C'est le monde que décrit la société occidentale rationnelle. C'est ce qu'on peut voir, appréhender, comprendre et rationaliser. Le nagual, c'est tout ce qui est, on pourrait dire, au-delà de ça. C'est l'invisible, c'est l'impalpable, c'est le mystère, c'est l'intuition, c'est le hasard, c'est c'est des phénomènes un peu étranges qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ce qui se passe dans et à travers les rêves. Et donc cette dimension-là, nagual, en fait, elle est là, elle est toujours présente. Simplement, nous, en fait, les êtres humains, la plupart du temps, on n'y a pas accès parce qu'on tout simplement on a fermé les portes. Et donc, ce que font les chamans, c'est que eux, ils ont appris à ouvrir et à fermer les portes à volonté, et ils servent encore une fois d'intermédiaire entre les deux mondes, entre le tonal et le nagual. Alors, dans votre livre, il y a une partie qui est en italique, qui est de Don Miguel Ruiz. Est-ce que vous pouvez lire cette partie-là? C'est donc sur ce... Il y a 3000 ans, un être humain étudiait pour devenir homme médecine. Il entendit sa voix dire « Tout est fait de lumière ». Et l'espace entre toutes choses n'est pas vide. Il appela les étoiles le tonal et la lumière entre les étoiles le nagual. Il sut que c'est la vie qui crée l'harmonie et l'espace entre les deux. Il regarda à nouveau les étoiles et comprit que ce ne sont pas les étoiles qui créent la lumière, mais plutôt la lumière qui crée les étoiles. Et il sut que tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant et que la lumière est le messager de la vie, parce qu'elle est vivante et contient la totalité de l'information de vie. Donc ça, c'est un texte de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. On est parti donc sur donc un nagual est un chaman, hein. Un nagual est un chaman. Alors oui, avec peut-être un sens un tout petit peu plus précis, c'est que aujourd'hui, en tout cas, me semble-t-il, de ce que j'ai pu lire, un nagual, c'est un maître. C'est-à-dire, c'est pas seulement un chaman, parce que, par exemple, quand Castaneda raconte son itinéraire, à un moment donné, il fait partie d'une communauté de chamans. Simplement, lui est considéré comme le nagual de la communauté, c'est-à-dire le maître. C'est un peu celui qui initie, qui coordonne en fait les choses. Par contre, ils sont tous chamans, c'est-à-dire qu'ils ont tous en fait l'habitude de voyager dans l'autre monde à travers les rêves ou avec les drogues ou à travers d'autres exercices en général insolites. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi le concept du guerrier, plutôt un guerrier pacifique qui se bat contre son propre ego. Exactement. Ça, c'est un concept aussi assez original parce que pour nous, guerrier, ça veut dire forcément l'agressivité, la destruction, la guerre, la compétition entre deux groupes ou en général deux armées, mais deux peuples. Alors que pour eux, en fait, un guerrier, c'est quelqu'un qui doit affronter son ego, effectivement, et autour de ça, ses peurs, ses blocages, ses résistances, etc. Donc c'est un guerrier intérieur et un guerrier pacifique. Bien sûr, il n'est pas question de tuer ou de détruire qui que ce soit. Au contraire. Alors, qu'est-ce que l'ego? Vous écrivez à la page 20, c'est l'attachement à notre belle, entre guillemets, image. C'est un parasite qui capte l'essentiel de nos ressources, notre énergie, notre temps, notre intelligence et notre amour. Il s'appuie sur nos besoins insatisfaits et nos blessures. Il passe son temps, donc le nôtre, à prouver son importance ou sa supériorité, sa bonté ou sa force, son intelligence ou son habileté, sa compétence ou son talent. Il est beaucoup question de l'ego dans le livre, c'est le parasite. Oui, c'est ça, en fait. Don Miguel Ruiz n'utilise presque jamais le terme d'ego. Moi, j'ai lu tous ses livres avec beaucoup de bonheur et je crois que j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Par contre, il utilise souvent le terme de parasite et honnêtement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour eux, l'ego, c'est un parasite et je crois que c'est aussi simple d'en parler comme ça. Et d'ailleurs, la force des accords Toltec, c'est de parler de l'ego sans jamais utiliser le mot. Parce que c'est vrai qu'en Europe, en Occident, le mot ego et le concept commence à être un petit peu à la mode, mais il a été longtemps un peu tabou. Alors que en Orient ou dans la plupart des spiritualités, l'ego, c'est pas forcément l'ennemi à abattre, mais en tout cas, c'est ce sur quoi il faut travailler. Et ce qui est intéressant avec les accords Toltec, c'est que c'est 4 façons d'aborder l'ego. On pourrait dire comme une pyramide, en fait. C'est-à-dire 4 façades de l'ego, très concrètes, très simples, qu'on peut travailler de façon quotidienne. C'est pas des grandes valeurs ou des grands discours sur le mal et le bien. C'est des choses très simples sur la parole, sur l'émotion ressentie, sur la façon d'agir. Et donc, du coup, ça parle évidemment à tout le monde. Et c'est, je crois, pour ça que c'est aussi universel. Alors, il dit, Don Miguel Ruiz, que la vie est un rêve au sens littéral. Qu'est-ce qu'il entend par là? J'ai pas. Que la vie est un rêve. Ah oui. Alors ça, c'est vrai que
ça a plusieurs significations. Parce que d'une part, pour nous occidentaux, le rêve, c'est forcément quelque chose qui n'est pas réel. C'est quelque chose qui relève en fait un peu d'une hallucination finalement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose la nuit, mais on sait que c'est pas vrai en fait. Pour les Toltecs, c'est pas du tout comme ça. Ce qu'on vit en rêve est aussi vrai que ce qu'on vit ici. Et pour eux, le rapport qu'il y a entre le rêve et notre réalité est le même qu'entre notre réalité et la réalité ultime. C'est-à-dire que d'une certaine façon, là, on est en train de parler, mais on est en train de rêver. Et il y a une autre réalité encore plus profonde, on pourrait dire, à un autre niveau de conscience. Peut-être quand on est mort, j'en sais rien, ça c'est peut-être le mystère des choses. En tout cas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une autre façon de voir la vie comme un rêve, c'est que ce que dit Don Miguel Ruiz, comme tous les chamans, comme Castaneda, comme tous les autres, c'est que aucun être humain n'est a priori dans la réalité objective. Contrairement à ce que voudraient croire ou nous faire croire les scientifiques. On peut d'ailleurs trouver le parallèle entre l'objectivité et les chamans. C'est-à-dire le but, c'est de dépasser justement ce qu'ils appellent le mythoté, c'est-à-dire le baratin qu'on se fait en permanence. Et c'est un baratin comme une radio, comme un film qui nous empêche d'être vraiment dans la réalité des choses. En d'autres termes, chacun crée son histoire, son film, son délire finalement, et on croit. On prend ce délire pour la réalité et après, bien sûr, on se bagarre avec les autres parce que forcément, les autres ont un autre rêve, un autre délire, un autre film que nous. Et après, bien sûr, on va essayer d'imposer pour savoir que non, c'est ma réalité qui est la plus réelle. Mais en vérité, on est tous enfermés dans notre bulle, dans notre ego, dans nos émotions, dans nos perceptions, dans notre point de vue. Et voilà. Et ça, c'est un rêve aussi. Et ce que dit Don Miguel Ruiz, c'est que puisque notre nature d'être humain, c'est ça, autant utiliser le rêve pour faire quelque chose de bien, de bon, de constructif, plutôt que de créer des rêves qui nous détruisent, des rêves qui tournent au cauchemar. Parce que d'après lui, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, aujourd'hui, la réalité qu'on a créée, la réalité sur Terre, c'est quand même un rêve à la limite du cauchemar. Oui, vous écrivez que nos rêves s'agglutinent pour constituer le rêve de la planète. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, son idée aussi est très simple, c'est que il y a un rêve individuel, chacun d'entre nous a son propre rêve, c'est-à-dire sa propre histoire, qui d'ailleurs est complètement personnel et incompréhensible et intraduisible. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille de 5 enfants, et des fois, on se retrouve entre frères et sœurs, et quand on compare en fait nos perceptions, nos histoires entre nous et avec nos parents, bizarrement, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vrai, puisque certains sont certains d'une chose et d'autres sont certains du contraire. Ça prouve bien que, enfin, encore une fois, la réalité, c'est une construction. Voilà. Le rêve actuel de la planète, c'est-à-dire le rêve de l'Occident, page 40, est plutôt une sorte de cauchemar qui repose essentiellement sur l'ego. Merci Descartes. Donc sur l'illusion de la séparation et par conséquent la peur et la guerre de tous contre tous. Si nous sommes fondamentalement et définitivement séparés, alors c'est in fine chacun pour soi. C'est finalement l'ego, le seul véritable dieu de l'Occident moderne. C'est d'une certaine façon, oui, ouais, bien sûr. Une phrase à réfléchir. On fait une pause et puis on reviendra après sur les accords Toltec. Nous sommes avec Patrice Race. Se libérer de ses croyances limitantes, s'épanouir au quotidien et s'accomplir profondément. Telle est la proposition de ce guide. Mieux vivre avec les accords Toltec qui présente origine, fondement et application des 5 accords Toltec définis par le célèbre chaman Don Miguel Ruiz et son fils Don Josué Ruiz, son fils donc, exercice à la pluie. On parle de ce livre, on est en deuxième partie d'émission. L'important que disait Don Miguel Ruiz, c'est que nous sommes faits pour être heureux. Ah, je vous ai oublié le micro. Oui, l'être humain aspire au bonheur, c'est son orientation fondamentale. Et en même temps, il est son propre ennemi, puisque nous passons notre temps à nous saboter, à nous court-circuiter. On veut quelque chose et on n'y va pas, et on a peur, on croit pas, et on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Et l'ego, c'est précisément le parasite qui nous empêche d'être heureux. Donc la différence entre l'Orient et l'Occident, elle repose là-dessus. Pour l'Occident, l'ego a tous les droits depuis Descartes, 1723, discours de la méthode. La seule réalité, c'est l'ego, c'est moi-je. Alors que pour l'Orient, par définition, l'ego est une illusion dont il faut se libérer. La libération, c'est de mettre l'ego entre parenthèses. C'est pour ça que, en fait, la plupart des Occidentaux ne comprennent pas que les Orientaux s'astreignent à des disciplines, acceptent des choses que nous, la plupart du temps, n'accepteraient pas. Sauf que accepter une contrainte, une discipline ou n'importe quoi d'ailleurs, ça peut être un moyen comme un autre de s'affranchir de cet ego. La vraie liberté pour eux, elle est là.
Donc c'est notre droit fondamental, c'est notre quête essentielle. Mais qu'est-ce qui empêche finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? L'ego. Encore une fois, parce que être heureux, c'est quoi? Être heureux, c'est apprécier sa vie. Qu'est-ce qui nous empêche d'apprécier notre vie? C'est qu'on veut toujours autre chose que ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous pousse à désirer toujours plus? C'est l'ego. L'ego, c'est lui qui produit en fait la frustration, l'insatisfaction, l'idée que c'est mieux ailleurs, plus tard, quand c'est plus grand, chez les autres, etc. Donc c'est comme une espèce d'aiguillon qui nous empêche d'accepter et d'apprécier ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous avons. Alors que le bonheur, c'est tout simplement de dire oui. Le bonheur, c'est la capacité de dire ok, quelle que soit ma vie, je l'aime telle qu'elle est. Je suis là, j'ai pas forcément ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit, mais je peux apprécier ça. Ce que j'ai, ce que je suis, ce que je vis. Il dit aussi, mais dans Miguel Ruiz, il apporte une autre réponse aussi. Il dit que nous sommes tous et toutes malades et nous avons toutes et tous un parasite dans le cerveau. Et il y a cette phrase, les humains sont d'accord pour s'aider mutuellement à souffrir. Si vous avez besoin qu'on vous maltraite, vous trouverez facilement quelqu'un pour le faire. De même, si vous vous trouvez en compagnie de gens ayant besoin de souffrir, quelque chose en vous poussera à les maltraiter. Ça m'a fait réfléchir, cette phrase. Vous croyez qu'on va maltraiter des gens qui... Oui, bien sûr, ça prouve encore une fois que en nous, il y a deux forces. Il y a deux tendances. Une tendance au bonheur et une tendance peut-être à la souffrance ou au malheur. Moi, je pense que la souffrance et le malheur, c'est aussi peut-être un moyen que nous avons choisi pour justement dépasser et traverser notre ego. Parce que c'est quand même étrange de constater que, par exemple, en amour, souvent, on est attiré par les gens qui nous font spécifiquement souffrir. C'est-à-dire exactement, on s'aperçoit a posteriori que c'est des gens qui ont des blessures opposées aux nôtres et qui vont appuyer exactement là où il faudrait pas appuyer. C'est quand même étrange le nombre de témoignages qui vont dans ce sens-là. Comme si notre inconscient était attiré par la personne qui va nous faire le plus souffrir. Et ça, c'est quand même, ça pose quand même question. Ça prouve deux choses. Un, que notre conscient n'est pas maître à bord. On croit décider en connaissance de cause, rationnellement, etc. C'est du baratin. C'est notre inconscient qui en vérité nous pousse à être attiré par des personnes et des situations. Et deux, encore une fois, on a un parasite en nous qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'aimer, d'être aimé. Et qui sert une autre cause. Il y a Pascal, vous avez cette belle phrase de Pascal. Tout le monde recherche le bonheur, même ceux qui sont sur le point qui vont se pendre. Oui, ça c'est le paradoxe que Pascal avait bien compris. Pascal, c'était juste avant Descartes, et c'est d'ailleurs ils étaient un peu en bis-bis tous les deux. Moi, je suis plutôt d'accord avec Pascal. Lui, il avait compris en fait que l'être humain est fondamentalement ambivalent. Et il avait une partie de son œuvre, en tout cas, repose sur l'idée que l'être humain s'ennuie et toutes les constructions occidentales, toutes les constructions culturelles, pas uniquement occidentales, sont faites pour occuper ce temps-là. Et que, en fait, il a dit si on était capable de rester sans rien faire, on serait tout de suite heureux. Et tout le temps. Sauf qu'on n'est pas capable. Donc on veut agir, faire, bouger, parler, communiquer, etc. Et on se laisse entraîner dans cette logique-là. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui va se pendre, c'est quelqu'un qui veut être heureux, tout simplement parce qu'il veut supprimer la souffrance. Et donc c'est une façon, on pourrait dire à l'envers, négative, d'être heureux en supprimant le malheur. Alors il y a ce problème d'acceptation et de rejet. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes obsédés par notre image. Et on a toujours envie d'être mieux que ce qu'on est et de paraître aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est la logique du désir et c'est la logique de l'ego. L'ego, c'est le paraître. L'ego, c'est un parasite qui s'appuie sur nos blessures essentiellement et nos besoins insatisfaits et qui va essayer de combler, de surcompenser de façon à la fois, j'ai envie de dire, un peu négative et paradoxale, en essayant en fait de satisfaire le besoin, mais d'une façon détournée. Donc pour prendre un exemple que tout le monde a vécu, en tant qu'enfant, on a toujours été à un moment donné ou à un autre non reconnu, non valorisé. Et ça crée une souffrance. Et cette souffrance, c'est comme un ressort. Elle va se détendre et elle va se nicher. En fait, elle va se développer dans des endroits où elle devrait pas apparaître. Et du coup, on va essayer d'être important. On va couper la parole aux gens. On va monopoliser la parole. On va se donner de la valeur. On va brosser son image. On va en rajouter. On va se vanter. On va tomber dans des travers pour uniquement essayer de récupérer un peu de cette reconnaissance dont on a eu tellement besoin. Et oui. Alors, donc il y a aussi cette différence entre donc le malheur, le bonheur, l'acceptation, le rejet. C'est dans votre livre, la croyance, la foi, la vérité et le mensonge. La vérité est importante aussi. Nous nous mentons à nous-mêmes tout le temps.
Oui, c'est ce que dit effectivement Don Miguel Ruiz et d'autres d'ailleurs, c'est que nous passons notre temps à nous raconter des histoires. Ça va avec ce que je racontais au début, c'est-à-dire l'idée que l'être humain, en fait, il reconstruit en permanence sa réalité avec des mots, avec des phrases, avec des récits, et il se raconte son histoire de telle façon que ça protège son image. Et du coup, en fait, on passe notre temps à jouer à cache-cache et à mentir, en fait, à se mentir à soi-même. On n'a pas le courage de regarder que, tout simplement, on est ce qu'on est avec les limites qu'on a. Par exemple, quand on est déçu, la plupart du temps, en tout cas en Occident, on dit des choses du genre « si j'avais su, pourquoi j'ai pas fait ça, qu'est-ce que je suis bête ?» Comme si on pouvait à la fois faire autre chose que ce qu'on avait fait, comme si on pouvait revenir en arrière, comme si on était supérieur à ce qu'on a fait. C'est un mensonge. On a fait exactement ce qu'on pouvait faire, tout simplement parce qu'on a fait toujours de notre mieux. Oui, ça c'est le 4e accord. Alors, il y a aussi la différence entre l'amour et la peur. Notre société est basée sur la peur. C'est toujours l'ego et non sur l'amour. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il appelle la domestication, mais ça c'est un concept qu'on trouve dans quasiment toutes les spiritualités. C'est l'idée que l'être humain, en fait, c'est une force, c'est à la fois un animal et une force, on pourrait dire, vive, qui fait peur, d'abord à la famille, ensuite à la société. Donc cette force, elle est canalisée, elle est domestiquée, et c'est le rôle de l'éducation, ça a été le rôle de certaines religions, ça a été le rôle de certaines institutions aussi, de cadrer, de castrer cette énergie-là. Et du coup, bien sûr, l'être humain, l'enfant, petit à petit, il perd sa spontanéité, il perd sa capacité à dire les choses spontanément comme il les ressent, et du coup au lieu de dire qu'il aime pas, il va transformer ses émotions en jugement, et il va apprendre à juger parce que ça c'est acceptable dans le système occidental. Alors justement, ne pas se juger, quand nous jugeons, nous valorisons. Bien sûr. C'est ce que, en fait, dans l'œuvre de Don Miguel Ruiz, il y a vraiment une distinction qui revient tout le temps. C'est la distinction entre le juge et la victime. Et donc le juge, en fait, c'est la partie de l'ego qui se met au-dessus pour se valoriser, pour créer de la valeur, on pourrait dire pour recréer de la valeur intérieure, mais une valeur artificielle. Et bien sûr, ça se fait au détriment d'une autre partie de nous, la victime, qui elle souffre. Et quand on se juge soi-même, à la fois on souffre et en même temps on jouit. Et ce qu'on ressent souvent, c'est la souffrance, et on comprend pas en fait que derrière, de façon plus subtile, il y a une jouissance qui est celle que, au moment où on se juge, en fait, on se donne de l'importance, on se redonne de l'importance, et on se donne le beau rôle en fait. Et c'est notre ego en fait qui prend toute sa place à travers ça. Et vous dites qu'on a conscience de la souffrance, mais très peu de la jouissance. On a conscience de la souffrance, mettez le casque si vous m'entendez pas, et très peu de la souffrance, de la souffrance et très peu de la jouissance, et qu'on jouit à juger les autres. Oui, on jouit à juger les autres et aussi soi-même. Par exemple, dans la culpabilité qui repose exactement sur le même mécanisme, qui a été un de mes premiers stages, la culpabilité, en fait, on se sent responsable du malheur des autres. Et la quasi-totalité des gens qui se sentent coupables se sentent mal. Et ils se plaignent, et bien là, je me sens pas bien, je me sens coupable, etc. Mais en vérité, je peux vous dire, pour avoir créé des stages et animé des dizaines de stages avec des centaines de personnes, la culpabilité, c'est le langage de la toute-puissance, comme disait Jacques Salomé, et c'est un langage de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, on se donne de l'importance qu'on n'a pas. On se rend responsable du malheur des autres. C'est une façon de se mettre au centre de la vie des autres. C'est une façon de se redonner de l'importance de façon indirecte, dissimulée et fictive. Et là, il y a une jouissance, mais elle n'est pas consciente. C'est une manipulation, en fait. C'est une manipulation de notre ego. Oui, la souffrance ressentie est réelle, mais elle masque une jouissance tout aussi réelle, celle du juge, du perfectionniste et de l'ego. Oui, bien sûr. L'ego, ça va avec le perfectionnisme. L'ego caresse l'idée qu'on est parfait ou qu'on devrait l'être ou qu'on pourrait l'être. Et c'est à partir de ça qu'on va produire des jugements sur les autres, sur la vie et sur nous-mêmes. Et c'est à partir de ça qu'on va se juger comme idiot ou imbécile ou faible ou ceci ou cela. Comme si, encore une fois, on aurait dû être parfait, comme si on aurait dû faire les choses de façon parfaite la première fois. Ce qui est complètement imaginaire et complètement irréaliste si on réfléchit 2 minutes. On est des êtres humains, on avance à tâtons dans ce monde qu'on ne connaît pas vraiment, on n'a jamais eu vraiment le mode d'emploi, et on fait des erreurs. Eh bien, l'ego est incapable d'accepter qu'on a fait des erreurs. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que l'ego va profiter de ce qu'on a fait comme erreur pour dire qu'on est nul ou ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il va raccrocher en fait les choses en arrière. Il va tirer en fait la couverture à soi pour en tirer des jugements sur soi. Autrement dit, pour se donner de l'importance personnelle. Bon, on va essayer de se débarrasser de lui alors. Et vous dites aussi que la maltraitance est préférée à l'absence de lien.
Ça, c'était oui, bien sûr. Dans le côté abandon et ça c'est prouvé. C'est pas seulement Don Miguel Ruiz, c'est toute la science l'a prouvé aussi. On sait par exemple que tout le monde connaît l'histoire du bébé singe. En fait, c'est un bébé singe qui est dans un zoo. Il est dans une cage avec sa mère. Sa mère meurt. On le met dans une autre cage avec une autre mère. Et malheureusement, ça se passe pas très bien parce que cette mère, elle a un autre bébé singe qui est jaloux et qui tape dessus. Donc du coup, les gens sont un peu gênés, ils remettent le bébé singe tout seul, il va moins bien. Ils le mettent dans une autre cage avec un mâle. Le mâle, évidemment, est jaloux aussi, il commence à agresser un peu le bébé, mais bizarrement, le bébé va mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a plus besoin de strokes négatifs, de signes de reconnaissance négatifs, que pas de signes de reconnaissance du tout. En d'autres termes, il vaut mieux recevoir des coups ou des claques ou des critiques que pas de signes du tout. Le pire, c'est l'indifférence. L'être humain n'est pas capable de supporter l'indifférence. Oui, d'être seul. C'est pour ça que les gamins font des bêtises à l'école pour attirer l'attention du maître, et les enfants font la même chose en famille parce qu'ils ont besoin de capter cette attention. Ils ont besoin d'être importants. Alors, on va faire la pause tout de suite. On va vous donner les 4 accords, même les 5 accords Toltec, juste après la pause. Je suis sûre que vous les attendez avec impatience. On fait la pause et on se retrouve tout de suite après. Dernière partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, toujours avec Patrick Rass, et on va donner les 4 accords Toltec. Ils sont assez faciles à se souvenir, quoique la première, c'est que votre parole soit impeccable. Faut la nettoyer avant qu'elle sorte. Exactement. Donc ça, c'est le plus connu des accords Toltec. Peut-être le plus, le plus simple à comprendre, le plus difficile à appliquer. Pourquoi ? Parce que en Occident, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, eh bien, on s'est arrogé la liberté d'agression. C'est-à-dire qu'on parle sans arrêt sur les autres. Ça, c'est notre spécialité. Alors, ça peut commencer par des insultes, évidemment. C'est le cas le plus grave. Mais tout simplement, ça peut être des critiques. On est quand même des experts dans cet art-là, en Occident, en France. Des jugements, des ragots, des commentaires, des comparaisons. Voilà. Donc, on passe notre temps, en fait, à parler, à utiliser la parole de façon pas du tout impeccable. Et évidemment, c'est pour ça que ça fait du bien d'entendre un autre son de cloche et une autre façon, une autre valeur, une autre façon de porter sa parole. Une autre spécialité française, par exemple, c'est de râler. On est connu dans le monde entier comme étant le peuple de râleurs. Et probablement que c'est une façon aussi de pas être impeccable dans notre parole. C'est-à-dire ça vient de quoi, ça, qu'on râle tout le temps ? Ça vient du perfectionnisme. On est un peu un pays perfectionniste, en fait. C'est jamais assez bien. Oui, voilà, c'est ça. On est à la fois des perfectionnistes et des idéalistes. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que ça devrait être comme ça à la base. Et quand c'est pas comme ça, évidemment, ça nous énerve et on râle. C'est-à-dire, c'est une forme atténuée de la colère. Et c'est ce qu'on appelle le type 1 en énéagramme, c'est-à-dire perfectionnisme colérique. Alors, c'est aussi tenir sa parole. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément dans notre culture. Ça s'appelle l'intégrité. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. En France, en Occident, on a tendance à considérer que la seule parole qui s'engage, c'est celle qui est écrite, puisque notre culture, elle est basée sur le livre. Donc, tant que c'est pas écrit et signé et attesté, ça vaut rien. Donc on peut écrire à peu près n'importe quoi et encore plus dire n'importe quoi. Dans les entreprises, par exemple, j'entends quasiment à chaque stage des salariés qui me disent « Ouais, on m'avait promis une augmentation ou une formation ou une n'importe quoi, une promotion. Et puis finalement, au bout du compte, ah bah non, c'est pas possible. » Enfin bref, il y a toujours des prétextes. Sauf que à force de faire comme ça, en fait, les managers ne se rendent pas compte qu'ils ont créé les germes, en fait, de la démotivation. Après, ils se plaignent que les salariés sont pas motivés. Bah oui. On a ça en politique aussi, hein. Alors, authenticité, franchise, assertif, l'art de s'exprimer sans agresser l'autre, ça c'est exactement dur. C'est la communication non violente aussi. Oui, entre autres, oui. En fait, tout ça, ça va un peu dans le même sens, bien sûr. Hein. C'est ce que j'avais expliqué dans mon premier livre, c'est-à-dire qu'il y a une convergence entre le développement personnel, la plupart des spiritualités ou même des religions, et l'idée de l'assertivité, c'est d'affirmer sa parole sans nuire à quiconque. Autrement dit, la clé, elle est très simple, c'est d'utiliser un mot tout simple qui s'appelle « je ». On ne parle que de soi aux autres. On ne parle pas sur les autres. On ne va pas dire « t'es comme ça, tu m'énerves, t'as vu, t'as pas fait ci, etc. » Ça, c'est des reproches, des critiques. Et c'est supporté par ce mot « tu » ou au pluriel « vous ». On se donne encore une fois le droit de parler sur les autres ou à leur place. Ou encore une autre dérive que dénonce l'assertivité, c'est le « on ». On s'appelle la semaine prochaine. Tout le monde sait bien que quand on parle comme ça, personne n'appelle personne. Ouais. Voilà. Ou encore, on peut pas faire ça. Mais de quel droit je parle à la place des autres ? Et qui est dans ce on ? Non, c'est je suis pas
prêt à appliquer cette consigne, c'est moi que ça engage et je parle de moi, je vais pas parler à la place des autres. Ça, c'est l'assertivité. C'est exactement le contraire de ce qui se passe en France et en Occident. Alors, tout un tas de petits exercices dans le livre avec des récompenses que vous ferez si vous avez bien suivi Oui, c'est important, la récompense, c'est pour l'ego. Hein. C'est pas seulement pour l'ego, c'est le fait que, en fait, déjà l'apprentissage, par définition, c'est douloureux. C'est-à-dire que apprendre quelque chose, ça suppose désapprendre quelque chose, et ça suppose traverser une espèce de zone un peu difficile où on sait pas trop, on est mal à l'aise, on contrôle pas, on fait des erreurs, et donc notre ego est mis à mal dans le processus d'apprentissage. Et comme moi je suis formateur depuis au moins 25 ans en libéral et peut-être 35 ans, j'ai compris tout simplement quelque chose de très simple, c'est que les enfants apprennent naturellement à partir du moment où ils peuvent jouer. Donc on peut et on doit utiliser le jeu pour justement faciliter le processus d'apprentissage, parce que dans le jeu, on n'a pas la conscience que vraiment de se tromper, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On avance d'une case, des fois on recule de 2, des fois on réussit, des fois on réussit pas, et ça fait partie d'un processus plus général qui produit du plaisir. Alors, premier accord, que ta parole soit impeccable. Deuxième, ne faites pas de suppositions, acceptez de pas savoir, c'est ça, renoncer à savoir. Pourquoi les gens font ce qu'ils font aussi, ça c'est important. Alors oui, ne fais pas de suppositions, c'est quelque chose qui est également, on pourrait dire, pas du tout naturel pour nous, parce que moi je m'amuse des fois à écouter les gens dans le métro ou à la terrasse des cafés, et en fait, la plupart des discussions, ça tourne autour de « mais pourquoi il a fait ça ?» Autrement dit, on a tous pris une espèce d'habitude de commenter, en fait, de décider à la place des autres pourquoi ils ont fait les choses. Sauf que si on réfléchit 2 secondes, ça n'a aucun sens, on n'est pas là dans leur cerveau. On peut pas savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. On peut pas connaître leurs intentions. La seule façon de le savoir, peut-être, c'est de leur demander, mais encore faut-il qu'ils nous répondent, et encore faut-il qu'ils le sachent. Encore faut-il qu'ils soient suffisamment honnêtes avec eux-mêmes. Donc en vérité, ce que propose les Toltecs, c'est de lâcher prise. C'est qu'on fait pas de suppositions sur le pourquoi des choses, et s'il y a un événement qui arrive, la seule chose qu'on sait, c'est que l'événement, il arrive. Et la seule chose qui est importante, c'est comment on réagit à cet événement. Plutôt que de chercher des explications, des supputations, des hypothèses, etc. Alors, donc on répète, le premier, que ta parole soit impeccable. Le deuxième, ne faites pas de suppositions, c'est un peu mieux détaillé dans le livre. Et le troisième, ne prenez rien de façon personnelle, ça c'est important aussi. Alors il y a la susceptibilité forcément qui arrive là. Exactement, donc ça c'est la troisième facette de la pyramide, ça attaque exactement la susceptibilité. La susceptibilité c'est quoi ? C'est un mélange un peu diabolique en fait entre la sensibilité, qui est une qualité extraordinaire, qui nous fait ressentir les choses intensément, fortement et en délicatesse, sauf qu'elle est mélangée, couplée, on pourrait dire noyée avec l'ego, et donc on va se sentir blessé pour tout et n'importe quoi, pour un mot, pour un geste, ou pour des fois une absence de mots ou de gestes. Moi des fois j'entends dans les établissements où je vais travailler, j'entends les gens dire « ouais, ma chef elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui ». Ok, peut-être elle t'a pas vu, peut-être elle était dans sa tête, pourquoi ? Voilà, mais sauf que les gens prennent forcément pour eux et contre eux des gestes, des actes ou des absences de paroles ou d'actes. C'est toujours la tyrannie de l'image. Oui, c'est ça, c'est toujours la tyrannie de l'image. Absolument, derrière ça, c'est le besoin de paraître parfait. C'est ça l'ego, encore une fois, et c'est d'autant plus fort que c'est inconscient. Donc la première chose à faire, je crois, ce que proposent les accords Toltec, c'est de prendre conscience de notre mensonge, en fait, de notre mythoté, de notre délire, pour petit à petit, parce que quand on s'en rend compte, on est obligé de lâcher prise, en fait. On peut pas continuer à faire quelque chose qui est insensé. Donc le vrai travail, c'est la prise de conscience. Mais pas la prise de conscience de ce qui se passe chez les autres, parce que ça c'est facile et ça c'est encore l'ego. Non, la prise de conscience de ce qui se passe chez nous, de notre ego, au moment où il arrive, au moment où il produit ça. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Alors oui, celui-là c'est le plus mystérieux pour moi, le plus riche en fait, et c'est peut-être celui qui m'a demandé le plus de temps pour le comprendre et surtout pour le mettre en pratique. Au début d'ailleurs, je ne voyais pas très bien le lien entre celui-là et les autres, parce que on m'a fait remarquer que les 3 accords Toltec dont on a parlé tournaient tous autour de la communication. Soit la parole, l'expression, soit le décodage, la réception, soit en fait la relation entre les deux. Fais toujours de ton mieux, ça paraît être basique. D'abord, ça paraît trivial. Donc, on peut même se demander qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans. Sauf que, précisément, c'est spirituel parce que c'est simple, parce que c'est authentique, et parce que ça va à l'encontre de toutes les élucubrations de notre ego. C'est-à-dire, la plupart du temps, déjà, est-ce qu'on fait vraiment les choses à fond ? Ça, c'est pas sûr du tout. La plupart des gens font à moitié en étant à moitié présent. Donc, fais toujours de ton mieux, ça veut dire, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, si on a un truc à faire ou à dire, c'est tout de suite et à fond. Pas de procrastination.
Pas de procrastination. Pour les Toltecs, j'ai appris que le conditionnel n'existait pas dans leur langue. Donc il n'y a pas de je ferai peut-être un jour quand je serai grand, quand je serai riche. J'avais entendu un chaman, alors je sais pas s'il était Toltec, je me rappelle plus, il disait soit tu fais, soit tu te tais. Mais tu dis pas que tu vas faire. Parce qu'en général, quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait pas. Si on tient sa parole, c'était le premier raccord. Oui, tenir ses engagements. Donc, on peut dire, je vais faire ça et le faire. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit un engagement. Mais ça suppose d'être intègre. Ça suppose d'avoir travaillé et intégré le premier accord Toltec. C'est pas du tout courant dans notre société. Donc, 1, tu fais les choses à fond ou alors tu te tais. 2, évidemment, une fois que tu as fait quelque chose, et c'est ça qui est le plus intéressant, une fois qu'on a fini notre activité, notre travail ou n'importe quoi, notre parole, ça nous appartient plus. On sort d'un rendez-vous avec un recruteur ou avec un client, ou même on a terminé une journée de travail ou de formation, ça ne nous appartient plus. On n'a pas à réciter, à recréer, à revisiter. Et pourquoi j'ai fait ci, j'aurais pas dû faire ça. On passe notre temps en fait en Occident à rechanger, à réécrire l'histoire. Toujours le mythoter. Pour les Toltecs, une fois qu'on a rendu notre copie, c'est terminé, ça nous appartient plus. On n'a pas une seconde à perdre. Parce que si on fait ça, on perd la vie, on perd le présent. Donc pas de regrets, pas de remords, pas de critique, pas d'autocritique, pas de si j'avais su, pas de j'aurais dû faire mieux. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du baratin, en fait. C'est le baratin de l'ego. Donc, on fait et on assume. Point à la ligne. Alors, vivre l'instant présent, lâcher prise sur le résultat et se dire aussi que les autres font toujours de leur mieux. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est là où ça devient magique et peut-être spirituel. C'est que quand on commence à pratiquer cet accord-là, moi, je commence à le pratiquer depuis quelques années, et au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'ai fini par me dire, mais si moi je fais toujours de mon mieux, les autres aussi font toujours de leur mieux. Et quand on comprend que profondément tout le monde fait toujours de son mieux, même ceux qui n'en ont pas conscience, on peut plus en vouloir aux autres. Puisque ce qu'ils font, c'est de toute façon le mieux, leur mieux. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est ça, c'est leur mieux. C'est pas notre mieux, parce qu'on a tendance à projeter nos valeurs, notre système de valeurs, d'attente, de compréhension sur les autres en disant, si j'étais à leur place, je ferais pas comme ça. Oui, mais t'es pas à leur place. Justement, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est de lâcher prise sur le fait que les gens font de leur mieux avec leur point de vue, leur connaissance, leur niveau intellectuel, spirituel, sociable, etc. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est un vrai lâcher prise, en fait. Alors, le 5e, qui est du fils, qui vient du fils de Don Miguel, le 5e, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est un peu étonnant que le 5e soit donné par le fils. Alors oui, c'est vrai il est étonnant à tout point de vue, ce 5e accord. D'abord, effectivement, parce qu'il est sorti après les autres. Ensuite, parce qu'il a été attribué au fils, qui l'a rappelé au père. Et enfin, parce que certains commentateurs trouvent qu'il est un petit peu décalé, un peu décalé par rapport aux 4 premiers accords. Oui, parce que il faut savoir si c'est une vérité ou ce sont des simples hypothèses. Sceptique. Et on avait un accord où il fallait pas faire de suppositions. Donc comment ne pas faire de suppositions et puis se poser la question de savoir si ce sont des vérités ou de simples hypothèses. C'est pour ça qu'il dérange aussi cet accord. Oui, bien sûr. De toute façon, il est dérangeant et il pose question. Et tant mieux d'une certaine façon parce que c'est ça qui permet aussi le travail. Mais soyez sceptiques, c'est à la fois un point commun avec la science occidentale, qui est en principe basée sur le scepticisme, mais pas du tout avec la pratique courante, puisque la plupart d'entre nous, pour des raisons tout simplement quotidiennes, pratiques, on est obligé de croire. On est obligé de croire des gens qui croient des gens qui croient des gens. On croit par exemple des journalistes, on croit des reporters, on croit des écrivains. Quelqu'un a écrit quelque chose, un livre, une thèse, alors on y croit. Et comme on peut pas tout vérifier tout le temps, on est obligé de s'appuyer sur d'autres personnes. Ce que dit Don Miguel Ruiz, simplement, c'est de temps en temps revisiter vos croyances. Ce que vous tenez pour vrai aujourd'hui, ça ne l'est peut-être pas dans l'absolu et ça ne le sera peut-être pas demain. On sait par exemple que la science, elle avance à reculons. On sait que la science, elle avance aussi par modèle, par système. Donc il y a des systèmes en fait de vérité, puisque les vérités, c'est un accord. Ce qu'on tient pour vrai aujourd'hui, que ce soit le darwinisme ou le Big Bang, c'est une théorie sur laquelle des scientifiques ont dit OK, c'est d'accord, on est d'accord là-dessus, comme le réchauffement climatique. Mais pour les Toltecs, fondamentalement, il n'y a pas de vérité. En tout cas, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, ça n'existe pas. On peut pas mettre des mots sur les choses. La réalité ultime, elle échappe aux mots, elle échappe au langage. Pour les Toltecs que j'ai rencontrés, nous, les Occidentaux, on est malades de vouloir mettre des mots, c'est-à-dire des étiquettes partout. On veut emprisonner le réel, mais c'est pas possible. La réalité, elle nous échappe toujours. La vérité est ailleurs, comme dirait je ne sais qui. Alors, il y a un petit jeu de cartes à la fin, il y a 16 cartes. Oui. Comment on fait pour les tirer? Il n'y a pas de mode d'emploi.
Alors ça, en fait, c'est un concept, en fait, encore une fois, ludique. L'idée, c'est comment je peux appliquer les accords Toltec sans me prendre la tête. Et l'idée, donc, c'est qu'effectivement, chaque accord, les 5 accords sont déclinés, mais de façon un petit peu plus précise. Par exemple, je fais toujours de mon mieux. Il y a plusieurs variantes. Et là, j'ai la carte qui dit « Je ne regarde pas en arrière et je m'interdis les remords et autres autocritiques ». Donc, si j'ai tiré cette carte-là le matin, je peux très bien en faire un axe de travail, de réflexion, d'observation pour la journée. C'est pas sûr, c'est pas facile. Hein. On répète les 4 accords, le 5e aussi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des livres et des outils qui nous rappellent les choses. Aussi, on peut se demander aussi, on peut tirer une carte au hasard en se demandant tiens, qu'est-ce que j'ai pas appliqué aujourd'hui comme accord Toltec, et puis après on tire une carte et on se demande si c'est le cas. Ça peut être une façon de revisiter sa journée. Il y a plein de façons d'utiliser en fait un jeu de cartes. Alors on répète les 4 accords. Donc je redonne les 4 accords. Ouais. Donc le premier accord, que ta parole soit impeccable. Deuxième accord, ne fais pas de suppositions. Troisième accord, ne prends jamais les choses de façon personnelle. Quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Et 5e accord, sois sceptique, mais apprends à écouter. Ouais, c'est l'écoute. Parce que pour les Toltecs, on n'écoute pas. On est un peuple l'être humain n'est pas capable d'écouter. D'abord, il n'essaye pas vraiment de comprendre, d'entendre ce que l'autre essaie de dire. En plus, nous, les Occidentaux, on est quand même basé sur un système d'action-réaction. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a dit quelque chose, l'autre va répondre tout de suite. On prend même pas le temps de laisser le silence s'imposer pour décanter en fait le discours de l'autre. C'est vraiment du tac au tac. En fait, on est un peuple hyper réactif. En fait, c'est une force, mais c'est une faiblesse. Et puis surtout, pour la plupart des psys, vous le savez très bien, l'écoute, c'est entendre ce que l'autre ne dit pas avec des mots. Donc c'est la voix, c'est la gestuelle, c'est les non-dits, c'est tout ça. Et donc, c'est un art. Goethe disait, écouter, parler est un besoin, écouter est un art. Et pour les Toltecs, c'est clair que la communication repose d'abord et avant tout sur l'écoute. Il y a un très beau passage dans la partie se protéger des influences négatives, c'est-à-dire des gens qui un peu nous embêtent, hein, les voir comme des moyens de progression. C'est-à-dire s'amuser avec ceux qui sont des pierres sur notre chemin pour se dire qu'il faut en faire des fleurs. C'est-à-dire que ce sont des moyens de progression. Bien sûr. En fait, ce que je trouve génial dans la philosophie et la voie Toltec, c'est son pragmatisme. Le pragmatisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait avec. On fait avec tout. On fait avec les choses. On fait avec la vie, on fait avec les gens, on fait avec les problèmes, on fait avec les souffrances, on fait avec les difficultés. C'est pas si j'avais su quand je serais. Non, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant et il faut faire avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Ça rejoint la philosophie hindouiste, en fait, qui dit la personne qui est en face de toi, c'est la bonne personne. L'événement qui t'arrive en ce moment, c'est le bon événement. Il n'y a pas autre chose que ça. Si c'est ça que tu vis, c'est ça que tu as à vivre. Point à la ligne. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de différence, il y a rien, quoi. Donc il faut faire avec tout ce qu'on a. Et bien sûr, ça rejoint la phrase d'Albert Camus qui disait « Les obstacles nous font faire du chemin ». Précisément parce que c'est dans la façon d'aborder les obstacles et les difficultés qu'on se construit, qu'on se grandit et qu'on se découvre. Alors, Mieux vivre avec les accords Toltec, c'est publié chez Erol de Patrick Ras, R-A-S. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant, Patrick? Je crois que vous essayez de continuer encore sur ces livres-là, sur les Toltecs. Alors oui, bien sûr, je vais continuer à explorer la voie Toltec et le chamanisme en particulier, et puis bien sûr travailler sur l'ego, puisque j'ai un projet d'écrire un polar sur l'ego. Ouais, ça va être... faut que ce soit drôle. L'idée, c'est justement de faire passer en fait des éléments de philosophie à travers une histoire, à travers un récit, et pas seulement des guides pratiques, puisque les guides pratiques c'est bien, mais ça touche qu'une certaine catégorie de personnes. Et puis des fois, on a simplement pas envie de se prendre la tête, donc on a envie de se laisser bercer par une aventure. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien raconter une histoire qui fait passer des messages. Oui, alors il y a aussi les cahiers d'exercices que vous avez fait chez Jouvence, pour ceux qui sont un peu plus paresseux. Que ta parole soit juste. Pour ceux qui sont, qu'est-ce que ça serait quoi la parole juste là, pour ne pas les traiter de paresseux? En tout cas, c'est vrai que les cahiers d'exercice, c'est quelque chose qui marche très bien parce que ça répond aussi à un besoin de pratiquer justement les accords Toltec et puis bien sûr tous les concepts de développement personnel et spirituel. Et c'est vrai que en fait le petit cahier d'exercice que j'ai écrit sur les accords Toltec, c'est mon best-seller. Et tout le monde me dit que voilà, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est des livres en fait qui font un lien en fait entre la théorie et la pratique. Parce que encore une fois, tout le monde est à peu près d'accord sur les accords Toltec, tout le monde trouve ça génial à lire, à comprendre, mais quand il s'agit de pratiquer, tout le monde me dit oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, c'est toute une démarche, quasiment un déconditionnement.
Ouais, c'est pas évident. Alors, vous avez aussi un livre sur les accords Toltec, et il y en a une partie dans ce livre aussi, dans l'entreprise. Hein. Oui, c'est ça. On peut le faire seul, hein, c'est plus facile parce que au moins on s'engueule avec personne. Mais c'est mieux de le faire à plusieurs, dans la famille et en entreprise. Bien sûr, tout simplement parce que si d'abord les religions existent, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est un moyen de transport spirituel collectif. C'est tout simplement qu'on va plus vite ensemble. C'est plus facile de prendre le même avion ensemble, on va plus vite et on est entraidés. Il y a une synergie avec le groupe. Donc c'est plus facile de pratiquer les accords Toltec avec des gens qui pratiquent eux-mêmes les accords Toltec. Parce que si on est tout seul, on peut pas se corriger, on peut pas se remotiver si on oublie, on peut pas y penser quand on n'y pense pas. Alors qu'en groupe, on peut facilement jouer, s'entraider, se rappeler les choses. Pour la parole, donc, qu'elle soit positive. Bien sûr, la parole, c'est comment dire, la seule supériorité des êtres humains sur les animaux. C'est un cadeau des dieux pour les Toltecs, donc c'est quelque chose qu'on doit et qu'on peut utiliser de façon constructive et créative. Donc, que ta parole soit juste. On peut les mettre dans tous les sens. Oui, hein. bien sûr, il n'y a pas d'ordre. Hein, que ta parole soit juste. Et vous ne prends pas les choses de façon personnelle, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux, et enfin, sois sceptique, mais apprends à écouter. Ouais. C'est un beau programme. Donc Michel Ruiz vient de sortir un nouveau livre, vous dites, hein, qui vient de sortir. Alors Don Miguel Ruiz, pour moi, c'est un génie absolu. C'est quelqu'un qui a réussi à faire la synthèse en fait entre sa culture toltèque et puis la culture occidentale, puisqu'il était médecin au sens le plus traditionnel et scientifique du terme, et il a donc vulgarisé ces accords qui est un peu en fait la quintessence de cette voix toltèque. Eh ben, c'est une belle voix en tout cas. Merci beaucoup, Patrice Raspe.